Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, tu connais la chanson, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, si tu veux avoir un deuxième merci, lâche un like sur la vidéo. C'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Ensuite, si tu es super chaud, lâche un commentaire. Tu lâches le commentaire que tu veux. Vous êtes beaucoup à lâcher des let's go en ce moment, ça fait super plaisir. Merci à ceux qui le font, ça soutient énormément la chaîne et le référencement sur YouTube, c'est très important. Et si tu nous découvres, sache que nous on est un projet axé sur l'éducation et l'information parce qu'on en a extrêmement marre de la désinformation et on est là pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Que tu sois jeune, moins jeune, débutant, expert, intermédiaire, tu en as pour tout le contenu que tu veux. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, aujourd'hui au point du jour de la vidéo et donc des news, tu vas voir qu'on va parler donc du potentiel retour de FTX. Je sais que vous êtes beaucoup un petit peu à m'en parler, à me poser des questions, on en est où, blablabla, donc on va revenir là-dessus. Ensuite, je vais revenir sur quelque chose qui est très important, sur la notion de corrélation qu'il y a entre les projets que tu dois voir pour pouvoir éviter des problèmes comme on l'a eu sur FTX, etc. Tu vas voir, on va revenir sur justement un projet qui s'appelait Prime Trust, bref, et tout ce type d'écosystème centralisé dans la décentralisation que j'aime pas. Bref, on va voir tout ça, tu vas voir. Bien évidemment, on va parler de Bitcoin, hein, ça c'est normal. On va parler de Tezos, on va parler d'une grosse arnaque sur un jeu que tu connais très bien avec Petit Mario là. C'est très important que tu saches aussi ça parce que je sais pas, peut-être que ça te concerne directement, donc faut faire attention à ça. Et on va finir la vidéo avec quelques news NFT. Voilà, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, on commence la vidéo avec le petit Crypto Bubble. Alors pour le coup, bah, ça va mieux parce que dès que j'ai ouvert le Crypto Bubble tout à l'heure, on était vraiment dans le rouge partout. Là, on a un petit peu de vert. Bon, en gros, on est à 0 depuis quelques jours. Pour vous le faire très simple, 0,3, moins 0,2, moins machin. On est à 0. Pourquoi on est à 0? On va le voir juste après. Mais c'est à peu près normal tout ce qui se passe. Même le BCH qui explosait sur ces derniers jours est en train un petit peu de rester à plat pour l'instant. On va voir ce qui se passe là-dessus. Très important. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça c'est le site de Crypto Bubble. Pendant que je vous parle, il y a également notre très cher ami Jérôme Powell qui parle. Donc Alex, on vous fera un compte rendu donc, de ce qu'il a dit dans le Discord si besoin. Parce que c'est si jamais il donne des annonces importantes, etc. Mais vous le savez très bien qu'actuellement il donne aucune information importante. C'est toujours la même chose et la même rengaine qui répète. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde sur TikTok. Alors je profite 2 secondes pour vous dire de venir sur Twitch. Blockchain Capital 2023 pour pouvoir voir le live en entier avec ma tête, etc. Et le Bitcoin à côté. Et rejoindre la chaîne YouTube où il y a déjà des gens qui sont dessus, Blockchain Capital 2023. Bref, donc sinon cet après-midi, on va avoir le GDP qui va tomber à 14h30. Ça c'est assez important parce que comme vous le voyez ici, c'est prévu une petite baisse quand même, enfin une belle baisse. Et si jamais on est assez loin de ce qui est prévu, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça peut faire des gros mouvements sur le marché, donc à surveiller cet après-midi. Et demain on a beaucoup de news, un petit peu de partout. Nous on va voir notre inflation en France, mais vous savez très bien que c'est juste pour toi et moi, hein, parce que ça va impacter absolument personne sur les marchés financiers, ça c'est clair. Et on va avoir l'indice PCE demain après-midi, ça pour le coup c'est très important, avec le Michigan sentiment final qui est censé lui aussi augmenter, vu que le dernier d'hier, avant-hier, je sais plus, il avait déjà bien augmenté. Bref, donc ça c'était pour les news macro qui vont tomber demain et qui vont tomber cet après-midi. On va suivre tout ça bien évidemment et de toute façon on en reparlera demain pendant les news. Alors, où on est né sur Bitcoin, parce que vous avez posé beaucoup de questions sur le sujet. Bon, vous le voyez, pour ceux qui découvrent mon graphique pour la première fois, moi je vous ai mis un truc simple, c'est que là le graphique il est en donné 4 heures et je vous ai mis donc des supports et des résistances aux points clés que n'importe qui peut identifier, mais qui sont des points vraiment très importants. Alors là, le point le plus important bien évidemment c'est le point psychologique des 30 000 et vous le voyez bien, on l'a franchi et maintenant on bloque complètement dessus. Mais alors complètement dessus. Niveau volume, on est toujours dans des volumes qui sont très bas. Je vous rappelle que là, si tu dézoomes, là on avait un petit peu de volume. Donc février, décembre, novembre, etc. Là on avait du volume à la hausse, à la baisse et tout. Il y avait vraiment du volume, c'était intéressant. Les marchés étaient intéressants à analyser, etc. C'était vraiment cool. Mais là, depuis avril, on n'a plus du tout de volume
même si on a un petit regain de volume ici, pendant la giga grosse montée suite à BlackRock, etc. Mais en fait, tu te rends compte que c'est quand même que des news centralisées, et finalement, oui, ça a fait une montée du prix, mais pas du volume. Donc c'est-à-dire que quand le volume ne monte pas, c'est qu'il n'y a pas plus de gens qui vont faire de trades derrière. Donc c'est un petit peu compliqué, et c'est pas très rassurant sur le moyen long terme. Bref, donc vous le savez, on est sur la résistance des 30 000, mais surtout on est entre mes crochets, donc des 28 700 et de mes 32 200. Très important, c'est un crochet qui est vraiment long terme. Donc à surveiller, et pour l'instant on est complètement en hésitation aux 30 000, à savoir si enfin on pourrait aller voir ce qui se passe aux 32 000 pardon. Et bien écoutez, c'est pas du tout impossible, mais j'ai l'impression que là de toute façon le marché en fait il a pricé toute cette montée là, il a pricé toutes les news des ETF, ok, avec DX Market aussi, mais c'était surtout les ETF, donc de BlackRock, de Fidelity, de ARK, enfin bref, tous ces trucs là qui ont annoncé des ETF spot Bitcoin. Donc c'est effectivement une bonne nouvelle, mais là j'ai l'impression que là le marché attend d'avoir une validation ou non de la SEC de ces ETF, ou au moins de un ETF. Donc on va voir, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu près ça qui se passe actuellement. De toute façon, on attend de valider ces news là. Si on les valide, effectivement, quand tu as un ETF Bitcoin spot validé par BlackRock, ça peut être une belle montée. Encore une fois, ça va être une montée centralisée, parce que là, si du jour au lendemain on a un ETF Bitcoin spot BlackRock qui est validé, il va pas ouvrir ses portes demain, hein. Ça va forcément avoir au moins un an de retard, etc. Et ça sera pour une ouverture en 2024, etc. Mais ça peut faire un petit pic là-dessus. Mais ce que je veux que vous reteniez de très important, c'est que oui, ça permettrait du coup à plein de gens d'accéder à Bitcoin, etc. Mais ça ne le sera que quand il sera lancé, le TF Bitcoin. Donc vous vous doutez bien que là, ça n'est que des nouvelles. Donc il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que s'il monte, ça ne sera pas du tout parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent l'acheter. Ce sera juste les anciens qui sont en train d'acheter, etc. Et ça, c'est important que vous devez retenir dans votre tête, c'est que les volumes ne bougent pas. Donc il n'y a pas de nouveaux qui sont censés arriver. Ça sera juste des news comme quoi ça va arriver, mais ça n'est pas tout de suite. Donc si jamais c'est en 2024, eh bien, il faudra voir à l'ouverture en 2024 ce qui va se passer. C'est pour ça que je ne pense toujours pas qu'on est parti pour durer sur une hausse pour l'instant. Donc potentiellement, ça peut être intéressant d'aller taper une fois les 32 000. Je ne sais même pas si on va le faire. Mais pour moi, on va retomber et on va respirer au minimum sur les 27 200, voire redescendre sur les 25 000, etc. On va voir ça, comme d'habitude, surtout pas de conseils d'investissement, ça c'est une analyse macroéconomique et une analyse technique qui est importante à vous faire, mais chacun a ses analyses et vous devez faire votre propre analyse et savoir comment les faire. On vous propose de faire tout ça chez Blockchain Capital si ça vous intéresse, les amis, bien évidemment. On va pas parler de trading pendant tout le long, c'est surtout pour faire des news, donc j'ai fait le petit point rapide sur Bitcoin comme vous l'avez demandé, et maintenant on va venir sur les news. Alors, ce qui est important, c'est FTX en ce moment, parce que vous le savez que FTX a fait faillite en novembre, suite à une gestion éclatée, etc. Et que depuis, allez, on va dire vraiment février, on a eu commencé à avoir ces news là. On a une FTX 2.0, une team qui a récupéré la direction, tout a complètement changé, etc. Et ils sont en train de dénoncer tout le bazar qui a été fait et en même temps d'essayer de faire des levées de fonds, d'une part pour trouver des solutions pour rembourser tous les créanciers, premièrement, et deuxièmement, parce que selon eux, la plateforme avait une légitimité d'être là, elle était intéressante, etc., etc., et donc essayer de la relancer, d'accord? Très important. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai cet article là dans le Discord comme tous les matins, et en fait tu te rends compte que c'est pas juste une rumeur, ils essayent réellement de relancer la plateforme FTX. Alors ils essayent, ça veut pas dire qu'ils vont y arriver, d'accord? Ça veut pas dire que c'est sûr, ça va être relancé, etc. Ça veut dire qu'ils essayent. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que tu vas toujours avoir ce nuage de peur avec FTX. C'est-à-dire que s'ils se relancent, ils auront vraiment comme tâche obligatoire la transparence. S'ils ne mettent pas de la transparence, de toute façon les gens, les gens ne vont même pas aller chez eux. Peu importe l'attrait que tu vas faire en disant vous allez gagner tant de trucs, etc. S'il n'y a pas de transparence, c'est terminé. Le but du jeu, c'est justement que là, ils arrivent à faire et à sexiser un petit peu les gens. Bref, donc on va suivre ça de très près. Ce que je voulais vous montrer, qui est très important, c'est une fois de plus donc de retenir not your key, not your bitcoin, not your key, not your coin, etc., etc.
Prime Trust donc fait partie de ceux qui ont fait faillite après tout ce bazar, hein, comme Celsius, comme machin, etc. Et le réel problème que j'ai avec toutes ces sociétés-là, c'est que c'est des sociétés centralisées qui essayent d'avoir une vue extérieure décentralisée en utilisant les cryptos. Mais elles font toujours toutes les mêmes bêtises centralisées. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est en fait que tu te rends compte sur cette étude-là, par exemple, que c'est les mêmes auditeurs qui ont audité Trust, qui ont audité le TUSD et qui ont audité FTX, qui ont validé FTX du coup, alors que tu te demandes après les retours qu'on a eu sur FTX, comment un auditeur a pu te dire ouais c'est génial, c'est legit, d'accord. Bon après tu te doutes bien qu'il y a eu des pots de vin, etc. Et en fait là tu te rends compte de tout le méga bazar qu'il y a eu sur cette société là, par exemple sur Prime Trust, tu le vois ici avec la chronologie. Ils ont lancé un service en 2018. Un an plus tard, les dépôts des clients étaient finalement déplacés sur l'exchange de Fireblocks. Donc, bizarre déjà, ok. Vraiment chelou pour tous ceux qui étaient clients chez eux, c'est très bizarre. Ensuite, en 2020, la migration, une fois qu'elle avait été terminée sur Fireblocks, eh ben, on a Prime Trust qui change de dirigeant. Bon, bah super, c'est génial. Ensuite, ces derniers réutilisent apparemment d'anciennes adresses qu'ils croient appartenir à l'exchange de Fireblocks, alors que c'est pas le cas. Bon, ça commence à faire beaucoup de cases très bizarre pour des gens qui sont censés être professionnels, etc. Et d'après la FID, ce n'est qu'en décembre 2021 que Prime Trust réalise qu'elle ne peut pas accéder à ses wallets au lieu de se déclarer en faillite. La direction fait face à des retraits de crypto-monnaies en achetant face au dollar de clients et notamment du TUSD. Et à cette époque-là, en 2021, on avait eu un dépeg complet du TUSD. Pourquoi en fait je vous amène ces news-là? Déjà pour vous montrer la chose très importante que ce que je viens de vous dire, c'est que tu te rends compte que l'auditeur qui a testé le TUSD dans Prime Trust, c'était celui qui avait audité FTX, donc très très important. Et ensuite, ce que je veux vous dire par là, tac, est-ce que ça c'était bon sur le truc? Je me suis perdu dans mes news là, mais si normalement, Prime Trust Book, c'est ça que je voulais vous montrer. Oui, alors attends, et ça c'est sûr, ok parfait. Ce que je voulais vous dire sur cette notion là, c'est qu'il y a des relations entre les projets que tu dois connaître et qui est très très important. Premièrement, tu dois te rendre compte que déjà, gros problème sur ce projet là, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'ils ne détiendraient que 3 millions de dollars sur les 85 millions qui leurs clients ont déposé dessus. En outre, ils font exactement ce que font nos banques actuellement, c'est-à-dire que quand tu déposes des sous dessus, ils vont les placer, les dépenser, tout ce que tu veux, pour essayer de faire des rendements. Dans un sens, c'est bien, parce que ça va permettre de rapporter de l'argent, mais dans l'autre sens, si jamais tu as envie de sortir, bah, tu ne peux pas, parce qu'ils n'ont plus tes fonds, d'accord? Donc, ça fonctionne, avec des gros guillemets, actuellement dans le système financier traditionnel, parce que c'est énorme, on parle de trilliards, etc. Et donc du coup en fait dans la masse ça se noie quand il n'y a personne qui va le faire. Quand tu parles de petites sommes, 85 millions oui c'est une petite somme, parce que ces gens là peuvent aller retirer tous d'un coup, et bien tu te rends compte qu'ils ne l'ont pas et ça fait un vrai gros problème, d'accord? Et en fait tu te rends compte que le problème il est lié à ça en partie. C'est-à-dire que Prime Trust, les fonds qui sont censés avoir chez eux, et ben en fait tu te rends compte que ils en ont que 10% en Bitcoin, alors que c'est normalement censé être l'investissement le plus sûr, entre guillemets, que les sociétés comme ça peuvent faire pour avoir un rendement, bim blam bloum. Et ils en ont que 10%. Et là où tu te rends compte, c'est qu'en fait, ils ont, je ne sais pas combien de pourcents, c'est 90% quasiment, en audio. En audio. Alors, je connais ce token, on en a déjà parlé, en plus on avait Dior, je crois, celui-là, sur le sujet. Alors oui, ça peut être intéressant, etc. Bim, bam, boum, bam, boum. C'est pas le sujet. C'est que tu mets les fonds de tes clients directement sur quelque chose qui est très risqué, à savoir l'audio comparé à Bitcoin. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est un vrai gros problème. Et ça n'est pas la seule société à faire ce problème-là. Alors je me doute que s'ils ont fait ce truc-là en audio, c'est que potentiellement c'est eux qui ont directement investi beaucoup sur audio, c'est eux qui ont lancé audio, c'est machin, peut-être qu'ils se font plein de revenus, etc. dessus, c'est peut-être génial pour eux. Mais pour les clients, c'est un vrai gros problème. Donc tu dois regarder les plateformes où tu déposes ton argent et ensuite tu dois regarder la relation qu'il y a entre les projets. C'est vraiment très important. Ok? D'accord.
On revient donc sur les ETF, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui va pouvoir faire changer le cours de Bitcoin ou n'importe quoi actuellement, c'est si jamais on a une validation de la SEC, donc du gendarme américain, qui va valider un ou plusieurs de ces Bitcoin ETF spot, d'accord? Selon les analyses et les premières analyses qu'on a actuellement, eh ben, la chance que le BlackRock, son ETF, soit accepté par la SEC, bah, c'est une chance sur deux. Donc c'est flip a coin et let's go, on va voir ce qui se passe. Alors oui, c'est des analyses, oui, c'est des chiffres qui veulent absolument rien dire. Prenez ça aussi avec des grosses pincettes, s'il vous plaît. En tout cas, je vous montre Eric Balchunas, là, 120 000 abonnés sur Twitter, qui montre donc cette analyse qui a été faite par Elliott, etc., qui explique que, voilà, pour l'instant, il y a 50% de chances que la SEC valide BlackRock. Bon, oui, peut-être, non, on verra, on suivra très très près. Encore une fois, ce que je veux que vous reteniez là-dessus, c'est que quand ça va être validé ou pas, ça peut faire une très grosse montée, voire une très grosse baisse aussi, hein, celle de News by the Rumor, vous connaissez un petit peu l'idée. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'ETF ne va pas ouvrir ses portes au moment où c'est validé. Il va falloir un temps de développement, un temps de machin, etc. Et souvent, c'est au moins un an, d'accord? Donc on va suivre ça très près, mais ce que ça signifie, c'est que tout le bénéfice que les gens vont pricer en disant ça va s'ouvrir, etc., ça ne pourra réellement être fait que dans un an, d'accord? Donc pour l'instant, il faut faire attention à ça. Et ensuite, donc pour revenir un petit peu sur les ETF, tu sais qu'il y a aussi ARK qui est en très très bonne pole position parce que il y a déjà Fidelity aussi qui a annoncé leurs ETF, mais ARK Invest, donc ils auraient modifié une petite chose pour avoir encore plus de chances de se retrouver avec une validation de son ETF. Et donc justement, ARK Invest, ils ont déposé pour la 3e fois la demande de l'ETF Bitcoin Spot et pour être le plus proche possible de celle de BlackRock. Comme c'est la 3e fois qu'ils le font et qu'ils ont changé à chaque fois en écoutant un petit peu les retours de la SEC, ce serait potentiellement ARK Invest, il se verrait pour l'instant avec son ETF Bitcoin Spot validé en premier. Bon, bah c'est des on-dit, c'est des machins, c'est des trucs. On va suivre ça très très près comme d'habitude. Mais ce que je retiens aussi là-dedans, c'est quand même que c'est la 3e fois qu'ils essayent de le faire. Et que la SEC leur a dit, bon bah non, non. Pourquoi là ils leur diraient oui? Il faut aussi se poser cette question, pourquoi là ça serait validé alors que ça a été invalidé pendant un nombre incalculable de fois? Compliqué, hein? Compliqué à analyser. Ensuite, on a toujours, alors ça peut être une bonne chose, je vais m'expliquer. Vous savez que l'Europe, elle est en train d'essayer de réguler les cryptos avec Mika, machin truc, etc. Et que comme là, le système bancaire arrive potentiellement petit à petit, l'oiseau fait son nid sur certains trucs, etc. Et que le système bancaire potentiellement pourrait investir, acheter pour le compte des clients, machin truc. On en est vraiment très très loin, hein. Mais au moins des bitcoins, ce genre de choses, via des ETF, via machin, via un truc. Ce que l'Europe ne veut surtout pas, et je trouve ça très étonnant, mais elle ne veut surtout pas faire le même système qu'on a actuellement, c'est-à-dire que elle détiendrait pour le compte de ses clients un client déposerait un bitcoin et en fait elle n'en aurait en réserve que 0,1 parce qu'elle aurait reprêté 0,9 bitcoin, d'accord? Ça ferait toujours le même problème de surprêtage, etc., etc. Et la différence qu'il y a avec le système monétaire qu'on a actuellement, c'est qu'en fait tu ne peux pas dupliquer Bitcoin, alors qu'on peut dupliquer l'euro comme tu veux, mais en fait de tous les cas ce qu'ils peuvent faire, c'est à dire que s'il y a un Bitcoin de déposé et qu'ils en ont que 0,1, ils pourront en prêter que 0,9, point barre. Il n'y aura pas de fake Bitcoin ou je sais pas quoi, ça n'est pas possible parce que c'est sur la blockchain, c'est comme ça, c'est bien. Donc dans ce sens là c'est bien, mais dans le sens c'est à dire que si le gars veut récupérer son Bitcoin, et ben va falloir que la banque elle se débrouille à aller le récupérer. Si elle l'a plus, c'est compliqué, d'accord? Et tu vois que le système européen a envie d'essayer d'éviter ce truc là. Ce que je ne comprends pas par contre, c'est que elles sont conscients que ça c'est pas bon du tout pour l'avenir financier, etc. Ils en sont conscients, mais pour l'euro, le dollar, etc. ça leur pose pas de problème, ça je comprends pas. Mais bon, bref, ils sont en train de faire une régulation là-dessus, et ça peut être intéressant, encore une fois, de toute façon, je vois pas l'intérêt de passer par une banque pour acheter des bitcoins. Je vois pas l'intérêt, mais après, il y en a peut-être un. Hein. Bref. On continue avec notre très chère MicroStrategy qui nous dévoile donc officiellement qu'ils ont envoyé à la SEC, qui explique qu'ils continuent d'acheter des bitcoins. Et vous le voyez ici,
le 28 juin 2023, quand ils regardent ce qui se passe, ils ont annoncé que sur la période d'avril à juin, enfin du 29 avril au 27 juin 2023, ils ont acheté 12 333 nouveaux bitcoins pour environ 347 millions de dollars, avec un prix approximatif moyenne à 28 136 dollars. C'est aussi pour ça en fait que le Bitcoin a monté un petit peu, hein, parce que tu as des gros comme ça qui continuent d'acheter, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment très pro Bitcoin et que selon eux, s'ils achètent maintenant, c'est qu'ils ne pensent potentiellement pas, alors que ça redescendra à 25, à 20 000, etc. Ou alors tout simplement qu'ils font un DCA et qu'ils suivent leur plan. Je pense plutôt qu'ils suivent tout simplement leur plan, mais qu'ils savent aussi potentiellement que ça peut baisser, etc. Mais comme personne n'est jamais sûr de rien, et ils préfèrent suivre leur plan, c'est toujours ce qu'on vous dit. Premier, mettez-vous un plan et suivez-le, c'est très important. En tout cas, MicroStrategy continue d'acheter et d'acheter du Bitcoin. Je ne sais plus à combien de Bitcoin ils sont, mais ils en ont quand même un petit paquet. Ça y est, sur le projet de Tezos, on arrive avec la mise à jour Nairobi. Donc c'est comme d'habitude, Tezos, donc c'est une blockchain hein, comme Ether, comme etc. Donc c'est une plateforme pour pouvoir construire des projets dessus, bref tu connais un petit peu l'histoire. Et le même problème qu'ils ont comme tout le monde, c'est la scalabilité, donc la rapidité des transactions et le fait de pouvoir engranger plusieurs transactions en même temps. Donc ils ont développé Nairobi, donc ça c'est très important pour avoir un consensus plus rapide, etc. Tezos c'est quand même assez important. Est-ce que c'est par contre possible de le relancer entre guillemets? Parce que oui, il y a des bonnes nouvelles sur Tezos, hein, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme là, mais en fait quand tu vas chercher un petit peu plus loin, tu te rends compte que pour l'instant du moins, oui ils font des belles mises à jour, oui ils travaillent, mais en termes de transactions, on n'est pas vraiment aux attentes. Pour vous donner une idée, à peu près, on est sur du 68 000 transactions par jour sur Tezos. Et pour comparer, on est sur du 1 million sur Ether, on est sur du 3,4 millions sur la BNB, et on est sur du 400 000 sur Bitcoin, qui Bitcoin est pourtant assez lent, etc. Donc tu vois quand même qu'il y a pas tant que ça de personnes qui utilisent Tezos, donc ça veut pas dire que c'est mort, hein, ça veut pas dire que machin, etc. Ça veut dire que ils font des mises à jour justement pour contrer ce truc là et pour essayer de relancer la plateforme. Et on va voir si ça va prendre. Comme d'habitude, vous le savez qu'il y a plein de projets crypto, que la concurrence elle est très bien, qu'il faut avoir de la diversification, c'est la base des bases. On va suivre tout ça de très près, comme d'habitude. Voilà, je veux revenir, on arrive sur cette petite news qui est très importante selon moi. Je ne sais pas si vous l'avez, moi je ne l'ai pas. Mais on a une petite alerte quand même. Alors ça date pas forcément tout de suite d'aujourd'hui, parce que c'est des choses que j'avais déjà vu passer avant, mais je vous le rappelle pour autre chose surtout. Je vais vous citer cet exemple là, mais gardez-le à l'esprit parce que ça n'est pas le seul, et ça n'est pas le seul type de choses comme ça. Vous savez que vous avez le jeu Super Mario, comment il s'appelait ? Super Mario 3 Mario Forever, qui était sorti en 2004, donc ça date de ouf, et qui était sorti pas de Nintendo mais de Softendo, donc c'était pas vraiment officiel là-dessus. Ça a séduit 17 millions d'utilisateurs, bliblablou, parce que ça marche un petit peu sur de la nostalgie, etc. Et en fait tu te rends compte que les hackers sont extrêmement puissants et extrêmement forts, donc c'est à dire qu'ils vont aller chercher un petit peu la nostalgie chez les gens, regarder un petit peu les jeux qui ne sont pas officiels, parce que les jeux officiels de plateforme Nintendo, etc., ils sont tellement passés au crible que c'est compliqué, bref. Et en fait, dedans, ils mettent des petits malwares qui sont assez connus. Par exemple, c'est pour ça que je vous dis que ça a déjà arrivé plusieurs fois, etc. Je sais plus si c'est sur Mario ou quoi, mais j'avais déjà entendu parler de ça il y a quelques années, quand je regardais tout ça. Le truc de base que certains arnaqueurs aiment bien faire, c'est un cheval de Troie de XMR mineur. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise là? C'est à dire qu'en fait tu installes ton jeu vidéo et en fond, quand tu vas installer ton jeu vidéo, tu autorises l'installation d'un mineur de Monero que toi tu ne sais pas, tu ne sais rien, mais ça utilise les ressources de ton ordinateur, et donc ça utilise ton électricité, alors en restant assez calme, etc., pour justement pas trop se faire repérer, faire péter ton ordi, etc. Mais, donc oui, effectivement, si toi tu lançais tout seul, ça te rapporterait rien du tout en Monero, n'importe quoi, mais eux, le fait de mettre ça sur 17 millions d'utilisateurs, ça leur rapporte un petit peu, d'accord, très important. Et en plus, vu que c'est en Monero, après, tout reste anonyme et tout fonctionne très bien. Le problème qu'il y a en plus de ce cheval de Troie, c'est que du coup, s'ils sont capables de faire ça, ils sont bien évidemment aussi capables de mettre de petits malwares, etc. dessus pour pouvoir récupérer donc
tes clés privées si tu as des desktop wallets. Et justement, c'est potentiellement ce type d'information qui tombe au sujet de Atomic Wallet. Vous savez qu'Atomic Wallet en ce moment arrive avec des problèmes, mais c'est pas Atomic Wallet en soi le problème, c'est le fait que les gens n'ont pas de sécurité sur leur ordinateur et qu'ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Alors oui, c'est pas grave entre guillemets quand tu perds une photo de toi, peu importe la photo, etc. C'est pas ultra grave. Quand c'est ton argent, ton argent que tu as mis pour long terme, c'est un peu plus inquiétant. Donc tout ça pour vous dire, vérifiez à chaque fois ce que vous installez sur votre ordinateur. Première chose, ça c'est la base. N'allez pas n'importe où, allez sur les sites de base, etc. Ayez un antivirus. Autre base. Mais l'autre base aussi qui est vraiment de la base des bases et que pas encore de personnes ont, ayez un VPN, please. S'il vous plaît, ayez un VPN et changez votre adresse IP plusieurs fois. Vous verrez tout simplement que les hackers sont des gros flemmards. C'est-à-dire que si jamais... En fait, les hackers, ils vont aller là où c'est facile. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas... S'ils voient un petit peu de sécurité qui est mis en place, même s'ils pourraient la craquer facilement, ils pourraient la craquer, ils vont pas passer du temps à aller craquer l'ordinateur de quelqu'un, sachant qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils préfèrent aller craquer l'ordinateur de 1000 personnes facilement, avec plus de chances d'avoir des trucs derrière. D'accord? Donc si jamais tu mets un petit peu de sécurité, ils vont te laisser tranquille. Par contre, après, s'ils savent exactement que c'est toi, ça c'est autre chose. Mais essayez de faire ça et jouer sur la flemme qu'ils ont. Très important. Ok? Donc c'était pour vous relever un petit peu ces types de news. Et si tu as téléchargé Super Mario Forever, je t'invite à regarder un petit peu ce qui se passe sur ton ordinateur. Ça peut être important. Donc je vous mets le lien complet de l'analyse qui a été faite ici, donc de l'attaque, etc. si ça vous intéresse. On va rester dans le gaming, mais gaming Web 3 cette fois-ci, avec la technologie des NFT, etc. On a Mythical Games qui a fait une levée de fonds de 37 millions pour sa marketplace in-game. Donc ils sont en série C, donc c'est la 3e fois qu'ils lèvent des fonds. C'est un vrai bon projet de Web 3, ça n'est pas le seul, il y en a plein, il y a les Gala Games, il y a des Metacade, bref, je sais plus, il y en a plusieurs des projets comme ça. Regardez un petit peu si ça vous intéresse en termes de jeux vidéo, etc. Parce que c'est quand même des notions d'avenir et de la nouvelle façon de faire du jeu vidéo. Ça va forcément venir à un moment parce que c'est ça vraiment et ça permet d'apporter une technologie, d'apporter une utilisation exceptionnelle qu'on ne pouvait pas faire avant. Typiquement de pouvoir revendre ses jeux sur Steam, de pouvoir prendre des skins Fortnite, les mettre sur un autre jeu. Enfin, bref, c'est plein de choses qui sont très intéressantes en soi et qui peuvent être développées par la blockchain et par ce type de projet là, pardon. Bref, donc regardez un petit peu ce qui se passe, comme d'habitude, pas de conseil en investissement, juste vous montre un petit peu ce qui se passe actuellement. On continue avec les news côté NFT. Et on finit là-dessus, c'est bientôt fini, on arrive sur une vidéo en moins de 30 minutes, c'est parfait. On a Magic Eden qui ouvre donc sa plateforme au BRC20. Vous savez que Magic Eden c'est la base de la plateforme surtout pour les NFT de Solana qui s'ouvre petit à petit aux autres projets et aux autres tokens. Et maintenant ils ont ouvert au BRC20, donc ça fait plaisir. Vous allez pouvoir acheter, vendre, etc. vos tokens BRC20 sur Magic Eden. Donc c'est bien. Et on finit avec ces deux news. Les NFT du Bored Ape Club sont au plus bas. Bon, ça, vous devez le savoir. Les NFT en général, vous avez cette belle analyse du journal d'une coin où je vous montrerai que les BIAC sont en train de baisser. Qu'effectivement, maintenant, on est plutôt sur du 39 Ether. Donc, seulement, avec des grosses pincettes, aux alentours des 70 000 $. Là où on était à des centaines de milliers de dollars pendant le bull run. On est beaucoup moins maintenant. Mais tu te rends compte que c'est l'écosystème crypto en général qui a tendance un petit peu à baisser. L'écosystème des NFT qui a tendance un petit peu à baisser. J'ai envie de te dire, heureusement, et c'est normal, parce qu'il y a énormément de scams, etc. Et ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous dit depuis longtemps, c'est que de toute façon, le bear market, il est là pour ça, pour faire le tri des projets qui sont éclatés. Et j'ai envie de vous dire, tant qu'on n'aura pas cette baisse qui va bien stagner sur tous les NFT et sur tout l'écosystème crypto, c'est pour ça que je vous dis que les cryptos, pour moi, elles n'ont pas encore fini de baisser. Parce que justement, la baisse n'a pas encore fini de faire le tri des projets qui n'ont plus à être, d'accord? Il y a encore plein de projets qui sont juste là, on va essayer de respirer un petit peu d'air au-dessus de l'eau. Le but du jeu, c'est de noyer ces projets-là parce que s'ils sont juste là à essayer de respirer, c'est qu'ils ne servent à rien, qu'il y a une concurrence qui est plus intéressante, mieux, etc. etc. Donc oui, ça baisse. Les BIAC sont très loin d'être à zéro, c'est toujours un projet qui est intéressant. Par contre, s'il tombe à zéro, ben, c'est que ça ne servait à rien. Et tu verras qu'il y aura d'autres projets qui vont revenir au prochain bull, etc. Et ce sera ces projets-là qui vont être validés par le marché. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Bref, je vous laisserai l'analyse de Journal du Coin là-dessus si ça vous intéresse. Et on finit avec le petit scandale sur les Azuki qu'on a eu hier.
Ils ont fait un nouveau drop des NFT Azuki, donc ils ont levé 38 millions de dollars, ça s'est super bien passé, hein, génial, c'est géré en 15 minutes, incroyable. Ils ont appelé à la collection les Azuki Elementals, et le vrai problème qu'il y a en fait avec cette collection c'est que tu as l'impression que les designers ne se sont clairement pas embêtés du tout, et que ils auraient, comme vous l'a justement dit Monsieur Rabbit sur ses vidéos, je ne sais pas s'il était là aujourd'hui, ils auraient un petit peu dupliqué du coup les 10 000 Azuki de base qu'il y avait, pour rajouter un petit peu de... pour rajouter en fait et de diluer des Azuki. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, vous avez un exemple. Voici un Azuki avec un Azuki élémental juste à côté. Oui, il y a une différence, on est d'accord, mais et encore c'est là, il y a quand même de la différence, il n'y a pas la même boucle d'oreille, il n'y a pas machin truc. J'en ai vu d'autres où vraiment c'est la même chose. Et tu vois qu'ils se sont pas du tout embêtés. Et le problème quand il y a ça, c'est que tu dis, bon ok, c'est bien drôle votre truc, on aimait bien vos Azuki, les 10 000 premiers. Si c'est juste pour refaire et refaire et refaire et que vous leviez des fonds et qu'au final nous on nous oublie, bon bah non merci. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un dump complet de la collection des Azuki de base qui sont passés de 32 Ethers en moyenne, 30 Ethers, 28 Ethers qui était vraiment une belle collection, etc. Vous avez une belle moyenne. Et là, on est sur du 15 Ethers, voire je crois qu'on est descendu encore plus bas à 1 Ether et quelques. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. On est descendu énormément sur une collection qui était vraiment très intéressante. Bref, donc voilà, c'est pour vous dire, il y en a qui disent tiens c'est une opportunité d'acheter du Azuki, on est à 1 Ether et quelques, moi c'est ce que je pense, parce que j'aime bien le truc, mais après faut pas oublier que quand il y a du, si le FUD est très gros, ça peut continuer de baisser, 1, 0, 1, enfin ça peut continuer de baisser jusqu'à tomber et mourir, c'est pas impossible, d'accord? Très important. C'est des soldes, comme dirait Céline Dion. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces news sur YouTube. Je vais rester en live avec ceux qui sont en direct sur Twitch et sur TikTok. C'était à 17 Ethers semaine dernière et là c'est à 8-9, c'est ça. Voilà, les Ethers ils ont bien baissé et je sais plus lesquels ils sont passés à 1,5. Là c'est les Elemental justement qui sont passés à 1,5, enfin c'est les nouveaux là. Bref, ils sont très bas comparé à ce que tu connais un petit peu de la collection des Azuki. Bref, on va en reparler si tu veux juste après. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, cette vidéo les amis. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée et nuit. Et je reste avec ceux qui sont en live. Ciao les amis.